Donc place à la deuxième partie, on est à peu près dans les temps, sur les atouts de Lunel comme ville d'équilibre entre Montpellier et Nîmes. Lunel qui était présent par exemple en mars 2022 au MIPIM à Cannes, le MIPIM qui est un salon international des professionnels de l'immobilier, sur le stand de Montpellier Méditerranée Métropole. Donc il y avait la ville de Lunel avec Frontignan pour vanter en termes d'aménagement du territoire la ville du quart d'heure. Donc 18 mois plus tard, où en est-on? Quelle perspective pour le Lunellois et aussi à travers Lunel pour les villes d'équilibre, les villes moyennes, je préfère dire villes d'équilibre. Pour en parler, donc, il y a Véronique Michel, je crois, qui est là. Madame Michel, vous êtes adjointe au maire de Lunel, déléguée à la stratégie urbaine. Jérôme Boisson, bonjour Monsieur Boisson. Vous êtes premier vice-président et président par intérim de la communauté de communes du Pays de Lunel, président de l'office de tourisme du Pays de Lunel, conseiller départemental du canton de Lunel. Vous êtes aussi élu à Villetel. Monsieur Boisson, vous représentez aussi le maire-président, enfin, Monsieur Boisson et Madame Michel, vous représentez ce soir le maire-président Pierre Soujol, la soirée qui se passe sous son parrainage, et on le remercie de nous avoir ouvert les arènes ce soir. Marie-Thérèse Mercier, Madame Mercier, bonjour. Conseillère régionale de la région Occitanie-Pyrénées-Méditerranée, présidente de la commission formation professionnelle de la région, et vous représentez ce soir Carole Delga, présidente de la région Occitanie. On a Vincent aussi et Sophia Tribillac, bonsoir, de la société de maîtrise d'œuvre technique Espatio Group à Lunel. Donc Madame Tribillac, vous pouvez vous installer. Allez-y, on trouvera la place. Hein. L'estrade est petite, mais on trouvera la place. Madame Tribillac, vous êtes architecte franco-mexicaine. Vous avez posé vos valises à Lunel en y créant Espatio Group. Et c'est en 2007, donc, et vous êtes toujours directrice générale de cette entreprise. Monsieur Tribillac, quant à vous, vous êtes spécialiste de l'ingénierie tertiaire et industrielle et vous assurez la direction commerciale. Donc Espatio Group a pris il y a quelques mois une participation majoritaire au capital d'AI Project, qui est un cabinet d'architecture à Marseille. Et avec cette opération, du coup, oui, les effectifs d'Espatio passent de 30 à 55 salariés et son chiffre d'affaires de 6 à 9 millions d'euros. Et Jean-François. On a enfin Jean-François Gapillou, directeur général du promoteur immobilier Hellenis, basé à Latte. Bonsoir, monsieur Gapillou. Donc Hellenis, qui est une filiale du groupe GGL, donc Hellenis GGL qui mise sur Lunel avec le programme La Manufacture, qui se trouve à proximité du pôle d'échange multimodal. Hellenis GGL qui lance 1000 logements cette année à travers 15 opérations. On va commencer avec vous, Jérôme Boisson. Lunel, comment se positionne Lunel par rapport à Montpellier et Nîmes aujourd'hui, en 2023? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Quels atouts spécifiques, qu'on ne soit pas que dans le constat, mais dans une dynamique? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau pour Lunel entre Montpellier et Nîmes en termes d'attractivité, de développement? Qu'est-ce qui se passe? Je crois que, bonjour à tous, ce que je crois, c'est que depuis l'élection de Pierre Soujol, leur slogan, c'était Lunel ose. Et je crois que Lunel ose, Lunel se métamorphose, et par là même, le territoire aussi bouge et avance. Donc c'est vrai que pour nous, cette dynamique de Lunel, qui est quand même notre ville-centre sur notre intercommunalité, entraîne une dynamique économique, touristique sur notre territoire. Voilà, donc c'est sûr qu'au jour d'aujourd'hui, entre Montpellier et Nîmes, on va essayer d'exister, mais on a beaucoup d'atouts. Véronique Michel, aussi en termes peut-être de, je sais pas, de transactions immobilières, d'intérêts nouveaux des promoteurs immobiliers, quelle est la tendance un peu à Lunel, quoi? Oui, moi je vais rejoindre cette intervention de Jérôme. En effet, les actions conjuguées de Pierre Soujol au niveau du territoire et de la CCPL et de la ville ont lancé une nouvelle dynamique. Les promoteurs ne s'y sont pas trompés. On en a notamment en présence d'Hellenis ce soir, partenaire de la soirée. Et puis globalement, sur le secteur de l'immobilier, ici à Lunel, on sent une vraie dynamique qui s'est réenclenchée. Les agents immobiliers également nombreux ce soir ne s'y sont pas trompés. Et on sent vraiment une vraie force qui émerge, notamment dans nos projets liés au centre-ville. L'objectif étant bien évidemment de retrouver une place sur la carte pour Lunel. Mais la ville du quart d'heure, c'est pas un concept marketing, ça existe vraiment?
Ça existe vraiment, la ville du quart d'heure. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la région avec nous, qui a été un financeur majeur et un porteur de projets importants liés au PEM, qui nous met Alors, le PEM, c'est le aujourd'hui pôle d'échange multimodal, pour ceux qui... la gare, c'est une gare, en pour fait. simplifier. Voilà. Qui Pour nous donner met envie de aujourd'hui- prendre le train, qu'on puisse se garer devant pour prendre le train. Ça paraît simple, mais ce n'est pas toujours le cas. Ouais. Tout à fait. Aujourd'hui, nous sommes à 12 et 15 minutes de Nîmes et de Montpellier, nos grandes voisines, ce qui permet réellement à l'UNEL de retrouver une place sur la carte. J'ai entendu des très jolis mots ce soir, champ des possibles, détermination. C'est vraiment dans cette optique-là aujourd'hui que la ville de l'UNEL et la CCPL travaillent sous l'égide de Pierre Soujol. Un micro. Et oui, il faut garder le micro à la main, Sarah, et ne plus jamais le lâcher quand tu co-animes. Oui, mais apparemment, c'est le seul qui fonctionne. Ah, d'accord. Ouais, sur la... On va peut-être faire un test micro en attendant. Mais oui, après, c'est aussi une question d'attractivité touristique également. Quelle est la tendance récente et surtout pour cet été en termes de réservation? Je voulais parler d'attractivité touristique et en termes de réservation cet été, quelle est la tendance? Pardon, excusez-moi. Ah, Oui, donc le président de l'Office de tourisme et le directeur qui est avec moi ici, c'est un bon indice, le tourisme. Donc c'est vrai que notre taxe de séjour en 3 ans est passée de 100 000 euros à 200 000 euros. Donc ce qui veut dire qu'on est un territoire attractif. Alors on ne s'en doute pas. Souvent l'UNEL aujourd'hui ose et se métamorphose, mais je pense que pendant très longtemps l'UNEL a été complexée et peut-être été repliée sur elle-même. Au jour d'aujourd'hui, on a des atouts touristiques. La romanité, certes, c'est pas le pont du Gard, mais on a le pont Ambrois, on a le musée Ambrosomme, qui n'est pas le musée de la romanité, mais on a des atouts touristiques, agricoles, sur la viticulture. On a plus de 7 caveaux qui sont sur Saint-Christol, donc on a des vrais atouts. On a de vrais atouts, et donc le tourisme au jour d'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose d'important. Et voilà, on a plus de 200 professionnels qui sont sur le territoire. Ça représente à peu près 500 à 600 emplois. Donc c'est une économie, je crois que c'est la première économie, c'est le premier PIB de notre secteur, de notre territoire. Et on salue le nouveau directeur qui s'appelle, c'est Philippe Gendre. Voilà, qui est là, Philippe Gendre, qui vient de Vichy. Et aussi des filières importantes, économiques, spécifiques aux Lunellois. L'agriculture, la filière eau. Oui, on a une entreprise bio-UV, je crois qu'il doit y avoir un dirigeant qui est là. On a eu la surprise il y a 1 mois et demi d'un groupe de Chinois qui allait de Madrid à Milan, je crois. Et on s'est dit, ils sont arrêtés à l'UNEL. On s'est dit, c'est pour le Muscat, c'est peut-être pour le musée Médard. Je pense qu'ils ont mis beaucoup d'intérêt à visiter bio-UV parce que c'est une entreprise de pointe. Et puis, on a toute la partie agricole aussi, où c'est la plus grande commune du département de l'Hérault agricole, plus de 4000 hectares d'agriculture, avec 1500 emplois. Donc là aussi, c'est un secteur économique très important. Et aussi sur la recherche, on a Sudexpé, la fameuse Pink Lady, la fête pomme a été créée, inventée chez nous grâce au département de l'Hérault et de la région aussi qui sont sur ce territoire. Voilà. Une question simple, que vous demandent les entreprises du territoire aujourd'hui en juin 2023 et quelle est leur préoccupation du moment? Alors je suis très heureux d'être à côté de Madame Mercier et je vais me retourner vers elle aujourd'hui. Nos entrepreneurs demandent qu'à grandir. Vous avez vu, ils sont tous pleins d'ambition, pleins de projets. Et aujourd'hui, ce qui souffre, c'est le terrain. Il nous faut du foncier. J'avais un peu honte quand j'entendais tous ces chefs d'entreprise pleins de dynamisme. Je me disais, nous, élus, quand on arrive au bout de la chaîne, c'est presque nous qui sommes des retardataires de projets. Et on a besoin de leur fournir du terrain. Alors, il y a très longtemps, il y avait les coparcs qui avaient été ciblés. À l'époque, c'était le département qui avait la compétence économique. Puis après, c'est passé à la région. On était au mauvais moment, au mauvais endroit. Il est où, cet écoparc? Il est à la sortie d'autoroute. On est la seule sortie d'autoroute, je pense, entre Perpignan et Valence, où quand on sort d'autoroute, il n'y a aucune zone d'activité économique. Donc voilà, c'est quand même quelque chose d'important. C'est pour moi un no man's land.
c'est une vraie tâche dans le côté négatif. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais un appel du pied à Mme Mercier qui, j'espère, va voir Carole Delgaï pour venir sur notre territoire. Vous y êtes et on vous en remercie, mais je crois qu'au jour d'aujourd'hui, vous avez vu, on a plus d'une quarantaine d'hectares qui pourraient être disponibles. Et je crois qu'il faut qu'on aille vite, qu'on aille très vite et qu'il faut qu'on s'y mette. Et je crois que je compte vraiment sur votre soutien pour pouvoir aider nos entreprises locales. Et puis pas que locales, parce qu'on a Montpellier qui est pas loin, qui a des problèmes fonciers aussi. Et donc il faut qu'on puisse travailler ensemble. Voilà. On remercie d'ailleurs la présence d'Alex Larue de l'agence de transition. Avec qui on a passé une convention. L'agence de Montpellier Méditerranée Métropole et Indemad, vice-présidente déléguée au développement économique et au numérique, pour leur présence. Un point d'étape rapidement, peut-être aussi, Monsieur Boisson, sur la ZAE du Dardaillon qui a été lancée après 10 ans d'atermoiement. Enfin là, c'est sur les rails, pour répondre justement à cette problématique de foncier. C'est une des problématiques, mais voilà, comme on dit, chez nous, c'était un petit peu l'Arlésienne, et l'Arlésienne, au jour d'aujourd'hui, va voir le jour. J'ai vu qu'il y avait M. Berthet qui était ici, qui est le vice-président du développement économique à l'intercommunalité, qui porte le projet. Donc oui, on est sur des zones compensatrices compliquées. Voilà, la DDTM nous a mis pour 12 hectares, on doit avoir plus de 30 hectares de zones économiques. On a une outarde, Canne-Petière, qui est venue décider de s'installer ici. Donc il faut qu'on la fasse déménager en douceur. On achète des terrains, mais bon, elle était entre la 113, un bâtiment, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle faisait là, et on est en train de lui préparer un joli nid douillet où elle pourra être dans les plaines de Marcillargues avec de l'herbe verte. Et je crois qu'on va lui mettre un panneau et lui indiquer la direction qu'il faut que c'est par là qu'elle aille, et qu'on pourra enfin sortir cette zone qui est là, devrait sortir sur les 2-3 années qui arrivent. Vous le disiez tout à l'heure, du coup, il y a moins de foncier disponible sur fond de ZAN. C'est un mouvement global. Dans ce cadre, quelles sont les solutions ? La première solution, c'est qu'aujourd'hui, on travaille sur le foncier immobilier on a lancé une étude de voir sur le foncier, c'est un peu comme pour l'habitat, on essaie de reconstruire au maximum et de densifier, et on s'aperçoit qu'il y a dans les zones d'activité économique, il y a peut-être un potentiel en termes de mètres carrés qui peut être utilisé. Donc on travaille sur ça, c'est pas toutes les pistes, mais c'en est une, de façon à ce qu'on puisse, à des entreprises, de pouvoir partager du terrain, s'agrandir. Donc ça, c'est la première chose. Et puis on a aussi, vous l'avez cité, avec M. Larue, qui nous aide à passer, aider nos entreprises avec la contrainte du développement écologique, de passer sur le projet écologique. Voilà. Donc on a aujourd'hui, ça c'est le court terme. Moyen terme, je pense que ça va être le Dardaillon, et j'espère un moyen long terme court, l'écoparc. Et en matière d'accompagnement des entreprises innovantes, un mot sur la future maison de l'économie ? Alors oui, on a un projet de maison d'économie où aussi, aujourd'hui, je fais la cour à la région, où la région nous a aidés financièrement. Vous n'avez même pas besoin de parler, vous voyez. Non, mais le département aussi, parce que je suis conseiller départemental, mais ce n'est pas la compétence. Nous, on est sur le système routier, et avec ma binôme, Paulette Goujon, qui est là-bas, que je vois, la deuxième adjointe de l'UNEL, on travaille sur ce sujet-là. Donc on a cette maison d'économie qui va être faite, où on va pouvoir installer toutes les nouvelles technologies, accueillir les nouvelles entreprises pour pouvoir être performants dès que nos zones d'activité vont être ouvertes, de pouvoir aider les entreprises, les accompagner dans la création. Voilà, il y aura un bel outil, et je crois qu'il y a presque 1 million d'euros d'investissement sur ce projet-là. Et une actualité importante, c'était le vote il y a 3 semaines, je crois, environ, des élus communautaires de la Comcom, donc du pays de Lunel, pour passer en communauté d'agglo. Pourquoi maintenant? Et est-ce que le périmètre va être étendu ou pas? Alors là aussi, c'était un choix politique. Au départ, le fait de vouloir passer à une agglo, c'est une volonté politique. C'était la volonté de Pierre Soujol quand il a été élu. C'était une de ses volontés pour l'intercommunalité. Je crois que c'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le département de l'Hérault, 1,2 million d'habitants, je crois qu'il y a 5 intercommunalités, 5 agglos. Nous, on deviendrait la 6e, donc je veux dire, ça nous donne un vrai rôle d'équilibre entre Montpellier et Nîmes, c'est-à-dire que de ne pas se faire écarteler ou pas de se faire
de pouvoir exister, parce qu'on a une vraie authenticité dans notre territoire, qui va à l'agriculture, mais je parle aussi de la bouvine, quand même, quelque chose d'important, des zones humides sur la partie sud de notre territoire. Donc voilà, c'était une volonté politique forte du président, en disant, voilà, moi quand je veux aller à la région, je veux parler pas d'égal à égal avec les autres agglos, mais dire qu'on est une agglo avec, comme vous l'avez dit, le PEM, des zones d'activité qui sont en termes de création. Donc je pense qu'on a un vrai territoire en termes d'attractivité. Et sur la superficie, non, l'intercommunalité, c'est 15 communes. On restera sur ce schéma-là, des communes, de l'intercommunalité. Donc c'est un passage qui n'entraîne rien sur la modification du territoire. Madame Michel, vous voulez ajouter quelque chose là-dessus ou... Alors sur le passage en agglo, je pense qu'en effet, il faut aujourd'hui que notre territoire existe fortement entre nos deux grandes voisines, Nîmes et Montpellier. Et puis moi j'aimerais revenir un peu sur la zéro artificialisation nette, en effet, qui pose des problèmes. Aujourd'hui, on se saisit notamment de ces problématiques de friches et de recyclage des zones d'activité. C'est quelque chose vers quoi il faut aller, mais en effet, on a des gros problèmes de foncier sur le territoire et notamment à Lunel. Concernant l'habitat, et c'est important parce que c'est des acteurs économiques majeurs, la construction, on le voit ici, il y a beaucoup de promoteurs, il y a également énormément d'artisans. Aujourd'hui, on a cette dynamique qui permet à Lunel de rayonner, et je pense réellement qu'on travaille à la fois sur la zéro artificialisation nette. Le projet de la manufacture porté par Hélénis est un exemple phare de ce qu'on peut faire aujourd'hui sur les friches. On a d'autres friches à Lunel et on va essayer de les débloquer, notamment en partenariat avec la SNCF, ce qui n'est pas toujours facile. Monsieur Gapillou saurait en parler mieux que moi ce soir. Mais en tout cas, voilà, on a cette vraie volonté d'existence réelle sur le territoire. Et le calendrier, c'est passage en agglo de janvier 2024, c'est ça ? Oui, là, on vient de voter la semaine dernière la prise des compétences. Les conseils municipaux doivent se prononcer. On doit revoter au mois de septembre la prise de fonction la prise des compétences réelles et effective le 1er janvier 2024 avec tout ce qui en suit, avec l'eau, l'assainissement. Et une nouvelle fois sur la mobilité, où il faudra se rapprocher de la région aussi, qui a la compétence mobilité. Donc je crois qu'il faut mettre une antenne de la région forte. Pourquoi pas ? On va, avec vous, Madame Mercier, vous avez été interpellée à plusieurs reprises, mais vous allez pouvoir parler quand même. Je n'oublie pas nos amis de l'Acte de Bâtir qui vont conclure cette deuxième table ronde. Et après, rassurez-vous, on ira prendre l'apéro. On est là pour ça, quand même, aussi. Madame Mercier, Lunel, ville d'équilibre, bientôt communauté d'agglo. Donc, la présidente d'Elga évoque souvent cet enjeu de l'équilibre des territoires. Ça revient souvent dans ses discours. Un mot sur le volet territoire d'équilibre et formation de la région Occitanie. Alors, je dirais un mot sur territoire d'équilibre, parce que comme vous l'avez dit Hubert, ça tient à cœur à la présidente de région, et je pense que dans notre politique régionale, c'est un marqueur fort de notre politique. Mais je crois, je veux bien répondre à tout ce qui a été dit avant, parce que ça illustre finalement ce territoire d'équilibre. On est à Lunel aujourd'hui. J'ai regardé combien de projets on avait soutenus en 5 ans sur Lunel. C'est 1660 projets qu'on a soutenus, que la région a soutenus sur Lunel. Alors bien sûr, il y a des investissements importants. Vous avez cité le PEM, c'est un des projets phares. On ne peut pas parler d'économie si on ne parle pas d'infrastructure. Donc la mobilité et le lien avec les autres territoires est très importante. Et donc ça, c'était, je pense, le premier acte fort de dire il faut un PEM à Lunel. Je me permets de faire ce clin d'œil. Je vis à Montpellier, mais ma fille, elle est venue s'installer sur ce territoire. Et les jeunes développeurs informatiques, ils sont en télétravail et ils prennent le train ici. Donc je pense que c'est juste pour vous illustrer ce qu'aujourd'hui doivent être les liens entre territoires et ce que nous, région, et ce que Carole Delga souhaite développer. Donc si on continue, et si la présidente de région continue à beaucoup travailler sur les infrastructures, c'est pour permettre ce développement économique sur l'ensemble des territoires. Alors,
juste quand on parle de territoire, je reviendrai bien sûr sur le foncier. Le foncier, ce n'est pas le seul sujet des entrepreneurs. C'est un sujet important. Aujourd'hui, c'est un sujet crucial. Je salue moi aussi, hein, bien sûr, Indema de la métropole de Montpellier. Je salue, je me permets de le faire, parce que vous avez quand même beaucoup parlé de tourisme, les autres élus régionaux, parce qu'on est quand même à Lunel 3 élus du conseil régional à être présents aujourd'hui, et notamment Vincent Garel, le président du CRT. Donc voilà. Donc effectivement, le tourisme est un point fort de Lunel, puisque nous avons le président du comité régional du tourisme. Le sujet de territoire d'équilibre, c'est aussi comment on donne, bien sûr, comment on donne du foncier pour que les entreprises s'installent à Lunel. C'est aussi comment on fait pour que des jeunes, aujourd'hui, je rappelle hein, qu'il y a quand même beaucoup de métiers en tension et qu'il faut attirer aussi des salariés sur Lunel. Et je pense qu'un certain nombre de chefs d'entreprise qui sont ici vous direz que ce n'est pas facile aussi d'attirer des jeunes. C'est ce que disait M. Moad, justement. Exactement, des jeunes il a du mal il n'arrive pas à recruter du fait le développement de son entreprise hybride qui pourrait faire 2 fois plus de chiffre d'affaires. On a parlé de dynamisme, d'en vouloir, de prendre des risques. Mais le sujet, c'est le foncier, mais le sujet, c'est aussi d'attirer des talents, y compris à Lunel et sur l'ensemble des territoires d'équilibre. Donc ça, c'est aussi un des enjeux forts pour la région, puisque ça veut dire former des jeunes, former des gens qui sont éloignés de l'emploi pour les amener aussi sur les territoires d'équilibre, sur l'ensemble du territoire, hein, et pas seulement dans les métropoles. Et c'est un rôle très important de la région parce que on est quand même sur un territoire où les taux de chômage sont élevés. Et alors on peut citer hein, l'école régionale du numérique, puisque vous en avez une à Lunel. C'est aussi l'école maître sur toute la transformation écologique. On veut amener des jeunes qui sont éloignés de l'emploi vers ces métiers-là. Donc c'est bien sûr donner du foncier, on pourra en reparler tout à l'heure, mais c'est aussi former des jeunes, et ça c'est très important. C'est 250 000 jeunes qu'on a formés sur les 5 dernières années. Et c'est mettre des infrastructures. Hein, voilà. Donc je pense que si on veut répondre aux chefs d'entreprise, c'est ces politiques qu'il faut mettre en œuvre. Et il faut les mettre en œuvre sur l'ensemble du territoire. Et bien sûr, pas seulement sur les métropoles. Les métropoles en elles-mêmes sont attractives. Hein, nos 2 métropoles, que ce soit Toulouse ou Montpellier, sont attractives. Il est important que nous ayons des actions directement dans les territoires, que nous formions des jeunes dans les territoires, que nous créions des écoles et des tiers-lieux, hein, vous le savez aussi, sur le territoire, parce que c'est ces jeunes, et je trouve que les exemples que vous avez donnés, enfin, qui ont témoigné tout à l'heure, sont assez frappants. C'est-à-dire qu'on a des entreprises innovantes. Sur les 4, il y en a 2 qui ont été financées par la région. Mais on n'a pas seulement des entreprises innovantes. Les chefs d'entreprise, ils créent de l'emploi dans les territoires. Donc, je crois que c'est aussi ça qu'on doit soutenir. Voilà. Donc, sur les territoires d'équilibre, nous mettons beaucoup de moyens. La région met beaucoup de moyens. Voilà. Et juste parce que je parlais de formation, vous avez cité, pour illustrer cet exemple, c'est 250 villes sur notre territoire sur lesquelles il y a des centres de formation. Voilà, donc c'est vraiment sur l'ensemble du territoire. Et on a 2 lycées sur lesquels on met un peu d'argent en ce moment, puisqu'on a un peu plus de 4 millions qui sont votés sur les 2 lycées de Lunel. Donc merci de le... Je ne peux pas tout dire, hein, le rôle de la région. Je vous remercie parce que vraiment, de mettre en avant tout ce qu'on fait sur le territoire, voilà, c'est... J'essaie d'aller à l'essentiel et aussi voilà, pour les chefs d'entreprise qui sont présents. Et justement, concernant l'accompagnement économique des TPE, PME, un message pour les entreprises du Lunélois et des villes d'équilibre ? Et sur les critères nouveaux aussi, les critères d'attribution des aides qui évoluent, et il y a un message aussi sans filtre, vous pouvez y aller. Ce sujet, il est très important parce qu'il ne concerne pas que le Lunénois, il concerne tous les chefs d'entreprise. Un chef d'entreprise, voilà, enfin, il est là pour se développer, c'est sa priorité. On ne peut pas nier qu'il faut aujourd'hui accompagner les entrepreneurs, alors je vais dire l'entrepreneuriat engagé. Il y a des mutations, et vous le savez tous, il y a des mutations écologiques et économiques importantes qui se développent. Et aujourd'hui, la politique de la région, c'est d'aider là où les entreprises ont le plus de difficultés, c'est-à-dire à la création et à la reprise d'entreprise, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui vont partir à la retraite
dans les 10 prochaines années. Donc, il est très important. Ou pas, parce qu'il y en a qui s'accrochent, ils partent jamais à la retraite. Mais... Bah, à la limite, c'est bien. Hein, s'ils continuent à créer de l'emploi, c'est pas si mal que ça. Mais voilà, après, c'est des choix personnels. En tout cas, il y en a un certain nombre et beaucoup de TPE, PME sur lesquels il n'y a pas forcément de repreneurs. Il est très important que la région soit présente pour accompagner à la création, à la reprise d'entreprises, mais des entrepreneurs engagés, des entrepreneurs qui soient capables, et c'est le rôle de la région de les accompagner, de les inciter, parce que ce n'est pas si facile que ça, de les accompagner vers cette transition écologique, parce que nous sommes tous acteurs citoyens, chefs d'entreprise engagés, en capacité de devoir accompagner cette transition écologique. Et ça me paraît très important. Donc ça fait partie des critères que la région a mis en place, effectivement. Et donc, donc l'UNEL qui se développe aussi par le développement le développement des trains régionaux, et donc ce fameux PEM qui permet de voir s'amplifier le phénomène de la ville du quart d'heure, comme vous l'avez expliqué à travers... Et juste si je peux dire un mot pour répondre à ce qui a été dit, et pas forcément à votre question, sur le sujet de la ZAN, qui est un sujet compliqué, sur le sujet du foncier. Zéro artificialisation nette, voilà, pour les nuls en ZAN. Donc, on va dire sur le sujet du foncier, comme ça c'est... du manque de foncier, la rareté de foncier. C'est clair pour tout le monde. Oui. Ça veut dire que région, chef d'entreprise, il faut inventer de nouveaux modèles de travail. Donc, il faut inventer aussi... alors, ce n'est pas possible dans tous les métiers, parce que d'un côté, on parle de souveraineté, de faire revenir des entreprises industrielles, donc il faut du foncier. On a des entreprises logistiques sur ce territoire, elles ont besoin de beaucoup de foncier, mais il y a quand même beaucoup d'entreprises du tertiaire pour lesquelles on peut inventer un nouveau mode, une nouvelle relation au travail. Tout ce sujet de la relation au travail, c'est un sujet important, et ça concerne aussi l'ensemble des chefs d'entreprise qui sont là. Et il y a des modèles aujourd'hui qui se créent de partage. Voilà. On parle de télétravail, mais pas seulement. Voilà, avec un projet de tiers-lieu à côté de la gare, justement, sur des terrains de la SNCF. Et c'est là-dessus que la région peut effectivement aussi contribuer. Merci Madame Mercier. Sophia Tribiac, ils sont bavards, c'est politique quand même, c'est terrible. Sophia Tribiac du Mexique à l'UNEL. Quelle drôle d'idée, quelle drôle d'histoire. C'est quand même une histoire incroyable. Alors pourquoi l'UNEL et quelles ont été les embûches aussi pour créer votre entreprise, enfin votre cabinet d'architecture au début en France, et comment vous êtes arrivé ici? Donc oui, effectivement, je suis née à Mexico, au Mexique. Après, j'ai fait mes études de l'école d'architecture à Monterrey, au Mexique. Et après quelques années, une belle rencontre en fait, m'a fait prendre la décision de venir en France. C'était quoi la belle rencontre? Voilà. C'est lui? Donc, c'est lui la belle Vincent. Rencontre. Voilà. D'accord, tout s'explique. Qui m'a fait prendre la décision de venir m'installer en France. Ça, c'était en 2005. En 2005, voilà. D'accord. Et après quelques années d'expérience dans un cabinet d'architecture à Lyon, j'ai décidé de me lancer, de créer ma société. Et en fait, on a pris la décision de déménager. De Lyon, on est venu s'installer ici à l'UNEL, donc on va dire sa ville natale. Et qu'après, petit à petit, c'est devenu pour moi aussi ma ville de cœur. Donc après, oui, c'est vrai que les premières années, ça n'a pas été facile. Parce que j'ai dû apprendre déjà une langue qui n'était pas la mienne, une culture qui était un peu différente. Et après aussi, c'était apprendre à communiquer avec l'administration française pour la constitution de la société. Donc ça, c'était un peu compliqué au début. C'était pas en 3 clics, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, mais voilà, bon, ça m'a pris quelques années, on va dire 3 ans, pour finalement devenir chef d'entreprise en France. Mais après ces premières années d'expérience, en fait, ça m'a beaucoup aidée. Ça m'a vraiment renforcé ma passion pour l'architecture. Ça m'a donné envie de réussir, d'aller plus loin. Et voilà, donc aujourd'hui, je dirige un groupe qui emploie environ 60 personnes. Et voilà, donc moi, c'est un très, très, très bon souvenir. Et si j'avais la possibilité de revenir en arrière, en fait, je ferais exactement la même chose. Bon, vous avez créé une entreprise avec Vincent, vous avez aussi 2 enfants, c'est ça, qui sont là? Oui, je crois, enfin, ouais, j'ai deviné, je ne savais pas, mais je me suis dit... Ouais. J'ai vu la ressemblance. Bon. Super. Vincent, je plaisantais, c'était de l'humour. L'acquisition de... C'est vrai que
Sarah a mentionné l'acquisition de AI Project à Marseille, qui est un bureau cabinet d'architecture. Qui est un cabinet d'architecture, c'est ça. C'est un virage important, je crois, quand même, dans la vie d'Espatio Group. Ça s'est fait à l'été dernier, c'est ça. Pourquoi cette acquisition et pourquoi à ce moment-là? On a créé la boîte de toutes pièces avec Sophia. Parlez bien. Voilà. On a créé la boîte de toutes pièces avec Sophia. On s'est développé depuis Lunel, sur la vallée du Rhône, sur Lyon, sur Paris et sur Valenciennes. Mais à un moment, un petit peu comme certains entrepreneurs l'ont dit tout à l'heure, pour aller recruter aussi de la matière grise, des fois on va sur la croissance externe. Une opportunité aussi de rencontre avec l'ancien gestionnaire qui justement part à la retraite dans un an. Donc une belle transmission d'un très très beau cabinet, d'une vingtaine de personnes basées à Marseille qui travaillent sur des gros sujets de technocentres pour l'agglo de Marseille-Aix-en-Provence, des gymnases, des écoles, et qui est surtout aussi un gros archi sur les Bouches-du-Rhône en termes de promotion et de bâtiments. Et donc pour nous, c'était un peu logique de tenter cette aventure-là. Là, actuellement, on fait également un gros site industriel pour LVMH, mais on a du coup de fait une complémentarité entre Espatio, dont le métier était vraiment la maîtrise d'œuvre, donc avec plus de techniciens que d'architectes, et cette rencontre avec AI Project où on a plus d'architectes que de techniciens. Donc aujourd'hui, on arrive vraiment à proposer à la totalité de nos clients une offre vraiment générale. Voilà. Et vous lancez Espatio Habitat, consacré au logement neuf et à la réhabilitation thermique d'immeubles pour les bailleurs sociaux et les donneurs d'ordre privés. Quelles sont les ambitions? Quels sont puis comment vous vous distinguez de vos concurrents surtout? En fait, oui, on a lancé le projet d'Espatio Habitat cette année, en 2023, et on a pris la décision parce que finalement, on s'est rendu compte que ça fait déjà plus de 10 ans qu'on travaillait sur la rénovation urbaine à grande échelle. Donc, on travaillait déjà avec des bailleurs sociaux principalement pour tout ce qui est rénovation énergétique de bâtiments existants. On travaillait beaucoup pour la transformation des quartiers avec eux. Donc voilà, on s'est dit, on va concrétiser cette idée. Et en plus, avec le côté architecture, qu'on avait déjà beaucoup de projets en conception de logements neufs, on a lancé Espatio Habitat pour proposer cette offre globale de conception et maîtrise d'ordre d'exécution pour apporter la technique à tous nos projets d'architecture. Et vos ambitions dans l'Hérault et le Gard, parce que finalement, vous avez développé votre business plutôt ailleurs, Vallée du Rhône, Nord, Île-de-France. En 2007, on s'est créé, ouais. On a de suite travaillé sur la Vallée du Rhône et sur le PACA, les centrales nucléaires essentiellement. Après, c'était l'époque où Enedis, GRDF, GRT Gaz étaient des cousins. Donc on a vite fait notre trou dans tous ces gros donneurs d'ordre et on travaillait très peu sur notre région. Et donc on a décidé avec Sophia, avec nos associés, de redoubler d'efforts sur l'Hérault, le Gard et le Languedoc de façon plus générale. Et puis on a eu la chance d'avoir des donneurs d'ordre comme la mairie de Lunel, le département, la région, la communauté de communes qui nous ont fait confiance. Là, actuellement, on travaille sur le CSU de Lunel, on travaille pour la région sur le lycée de Villeneuve-les-Avignon. On travaille également sur la crèche de Lunel-Viel, l'école de Cournonterral. Donc on a remis un petit peu le cap de l'entreprise, notamment de l'agence de Lunel, mais sur un secteur proche, parce que malgré tout, lorsqu'on est proche de nos clients et proche des chantiers, on est sûr d'avoir une réussite au niveau des projets. Et Sophia, du coup, votre regard sur les atouts spécifiques du Lunélois. Vous voyez le territoire évoluer. Qu'est-ce que vous voyez aujourd'hui que vous ne voyez pas hier? Et en termes de développement économique surtout et d'immobilier, quelles sont les perspectives finalement que vous voyez pour Lunel? Donc moi, pour nous, l'atout principal, c'est l'emplacement de Lunel, parce qu'on a parlé tout à l'heure. En fait, on est vraiment à 20 minutes de Montpellier, on a 20 minutes de Nîmes. On est aussi à 1h30 finalement de Marseille. Donc vraiment, c'est l'emplacement et l'accessibilité. On a parlé de la sortie autoroute. En fait, l'accessibilité, pour nous, c'était vraiment un point essentiel. Voilà, et donc après, oui, moi je vois vraiment un changement. En fait, il y a une envie, il y a un vrai élan politique qui s'est fait sur notre territoire. On le voit, nous, on voit à travers des projets qui commencent déjà à se faire. Donc nous, on est très enthousiastes. Donc, y compris cette soirée. Oui, voilà, tout à fait. Et donc nous, on est très motivés en fait aussi de voir que notre territoire va offrir des opportunités. Donc voilà. On a
Vincent, est-ce que David est là ou pas? Oui, David doit être dans le coin. Alors, je crois qu'il y a David Atoub qui est avec nous. Alors, pour ceux qui aiment le rugby, David, c'est 4 sélections en équipe de France. Pilier. 6 sélections. Autant pour moi. Vous avez joué à Montferrand, Castres Olympique, Stade Français, au Loup, Lyon, et une année aussi à Montpellier. Et vous vous occupez, alors pourquoi vous êtes là? Parce que vous vous occupez aujourd'hui, maintenant, du développement commercial dans le Rhône, hein, je crois, d'Espatio Group. Donc, quelque part, des plaquages au placo, bon, c'est nul. Non, des plaquages au placo. C'est un peu identique. C'est nul, ça c'est... Bon, mais j'avais demandé l'autorisation avant, parce que quand même... pourquoi vous relevez ce challenge? Alors, tout d'abord, plutôt que de rester dans le rugby, je veux dire. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. C'est beaucoup de passion que vous dégagez. Je trouve que c'est génial cet enthousiasme que vous avez à développer la région avec beaucoup de fierté, d'avoir la fierté d'appartenance. Nous, on a la fierté d'appartenance au maillot. Voilà, la vie est faite de rencontres. Et j'ai rencontré Vincent, j'ai rencontré Sonia, et puis Sophia, pardon. On a essayé d'échanger sur un petit peu mon vécu de sportif professionnel et toutes les qualités que j'ai vécues et que j'ai assimilées dans mon milieu avant, et essayer de le transposer en entreprise. Quand on prend un sportif, on a une chance, c'est de pouvoir développer beaucoup de synergie, une synergie de groupe. Et je trouve que quand on s'est rencontré avec Vincent, on a vraiment échangé sur ça. Et l'idée, c'est d'abord me former auprès d'eux, parce que c'est un tout nouveau métier pour moi. Donc je continue à entraîner au rugby. Et en plus de ça, je passe un peu de temps avec Vincent et Sophia pour essayer de me former et essayer de développer un peu le réseau. On va la gagner, la Coupe du Monde, ou pas? J'espère. Cette année, on ne gagne pas la Coupe du Monde, on ne la gagnera jamais. D'accord. Vincent, vous êtes fan de rugby, je crois, c'est aussi un bon endroit pour faire du business. Oui. Et un mot aussi sur les valeurs, évidemment, du rugby. Je suis fan de rugby parce que du rugby dans l'entreprise. Ça a tout son sens, c'est-à-dire que moi je suis un ancien joueur du rugby olympique lyonnois, dont on a le président ici d'ailleurs, Jérôme, et des anciens coéquipiers dans le maire de Beaulieu, Arnaud. Et moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ce sont des valeurs qui sont très proches, je pense, entre le rugby et l'entreprise. Et la rencontre avec David, c'était ça. C'est-à-dire beaucoup d'engagement, beaucoup de travail et beaucoup d'abnégation. Et je pense qu'on retrouve ça dans l'entreprise. Et puis au rugby, on dit toujours que lorsqu'on gagne, on gagne à plusieurs. Et moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois toutes mes équipes sont là et je les remercie fortement. Tous les dossiers que l'on fait, on les fait grâce à eux, parce que c'est eux qui travaillent, c'est eux qui dessinent, même si on les guide, c'est eux qui réalisent les on donc sans eux, on ne pourrait pas gagner comme au rugby. Voilà. Donc ce sont des valeurs qui me sont très chères. Merci Vincent. Merci, autre David. Acteur de l'immobilier mis sur Lunel, c'est Hélénis GGL. Monsieur Gapillou, je me tourne vers vous avec le programme donc, La Manufacture. Il y a trop de monde, moi je vais descendre. Non mais ça va. C'est vrai qu'on est serré. Non, allez-y. Avancez-vous. Du coup, pourquoi avoir misé sur Lunel parce que Hélénis GGL était tout d'abord bien situé sur le Grand Montpellier auparavant quand même. D'abord, merci à tous. Merci à la mairie de Lunel, à Madame Michel, à Monsieur Soujol, à Monsieur Belin, parce que sans eux et à SNCF, on ne serait déjà pas ici. Donc merci à vous, parce que le travail a été long pour arriver déjà à ce projet. Donc pourquoi on est sur Lunel? Pour répondre directement à la question, c'est parce que c'est effectivement une ville qui est à mi-chemin. C'est une ville d'équilibre entre Nîmes et Montpellier et qui aujourd'hui, en termes d'opportunités, de foncier, de produits, trouve sa place. On n'a jamais parlé de prix, mais quand même on est beaucoup moins cher que sur les autres villes, les métropoles de Nîmes et celles de Montpellier. Et en termes d'accessibilité, on a la chance d'être effectivement ce qu'on appelle sur l'ancien PEM, donc le pôle multimodal de trajet, c'est-à-dire on est à 14 minutes de la gare de Montpellier-Saint-Roch et à peu près à 15 de Nîmes, avec près de 70 accès tous les jours. Donc ça nous permet effectivement de proposer un hébergement, des logements très proches entre guillemets, de ces deux villes, avec des bassins d'emploi aussi importants des deux côtés. Ça, c'est le premier point. Vous dites beaucoup moins cher, c'est quoi le delta C'est 25%. D'accord. C'est 25%, c'est-à-dire pour le même logement, à Lunel, on a une pièce de plus. Alors, ce qui est étonnant et ce qui est une très bonne surprise, c'est que la typologie de clients, ce sont même des clients qui viennent pour habiter et ce n'est pas qu'une clientèle d'investisseurs. Donc c'est important. On a aussi pu créer bon nombre de logements sociaux qu'on a répartis un peu sur les 5 bâtiments qui représentent à peu près 300 logements. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques chiffres clés aussi sur l'état d'avancement?
du projet? Oui, on va démarrer la première pierre le 8 juillet. Ok. D'accord, donc les travaux de VRD ont déjà bien avancé. Le 7, me dit Le la 7 régie. juillet, Ah oui, pardon, le 7. 7. Le 7 juillet. Le 7 juillet, effectivement, on démarre le chantier officiellement le 7 juillet. Pour une livraison à peu près premier trimestre 2025. Et c'est combien de logements Il y a 325. Pour une livraison prévisionnelle Premier trimestre 2025. D'accord. Il y avait des enjeux spécifiques. Il y aura des enjeux de construction pour minimiser, par exemple, le bruit de la gare dans les futurs logements, puisqu'on est à côté du PEM. Il y a aussi un développement de la géothermie. Vous pouvez, alors là, on rentre vraiment dans le cœur du bâti, de l'acte de bâtir, mais c'est intéressant quand même. Alors, la géothermie, oui, c'est un aspect très fort de ce projet, puisque la géothermie consiste à utiliser aucune énergie, on va dire, fossile, et en plus énergie renouvelable, en termes même de... Donc on va chercher de l'eau chaude, on va faire du chaud et du froid pour tous les logements, avec un prix de revient pour les utilisateurs, que ce soit des locataires ou ceux qui utilisent le chaud, le froid, inférieur à 30% que l'électricité ou le gaz actuel, mais surtout avec une stabilité du prix dans le temps, puisqu'on ne dépend pas des énergies, on va dire, matières premières, énergie fossile. Et ce type de programme en requalification urbaine, là, c'est vraiment de la pure reconstruction de la ville sur elle-même, proche d'une gare, dans une ville d'équilibre. Enfin, c'est l'avenir, ça préfigure un peu l'avenir aussi de votre métier. C'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est la reconquête de friches industrielles avec le concours de tous les partenaires. Alors certes, le terrain a été pollué, certes, ça a mis un petit peu de temps à sortir, mais bon, le résultat commence à se faire. Aujourd'hui, commercialement, c'est un succès, hein. On a commercialisé plus de la moitié aujourd'hui des logements, malgré un contexte économique très difficile, hein, on ne peut pas se le cacher aujourd'hui, avec des contraintes de travaux qui sont élevées aussi. Et aujourd'hui, on a essayé de préserver au maximum les espaces, on va dire, libres. Les parkings sont essentiellement en sous-sol sur la plupart des bâtiments et fortement végétalisés. Et sur Bayargues, vous avez une opération un peu similaire? Alors sur Bayargues, une opération un petit peu similaire, on va dire, en termes d'énergie, puisqu'on est également effectivement avec un système de géothermie et on vient juste de faire le lancement commercial la semaine dernière. C'est sur l'ancien site C'est sur l'ancien de Rieux-Coulon. Donc c'est également la reconquête d'une friche industrielle avec la mise à plat du terrain, la dépollution et un chantier qui est prévu de démarrer fin d'année. C'est un gros programme, hein, c'est 430 C'est 430 logements, effectivement, mais avec une résidence également sociale pour les étudiants. Mais alors, tout a l'air d'aller très bien, mais finalement, l'immobilier neuf, c'est un peu compliqué quand même en ce moment. Enfin, vous confirmez? Tout va très bien dans un contexte très difficile. Non, mais un mot peut-être sur les annonces du gouvernement qui ont été faites la semaine dernière, je crois. Aujourd'hui, si on prend toutes les clés économiques, tout est dans le rouge. C'est que les taux sont élevés, les prix des travaux sont en croissance permanente. Les mesures principales Pinel et prêt à taux zéro sont aujourd'hui régressives, entre guillemets, voire supprimées. Alors, le Pinel supprimé, ça va effectivement rééquilibrer les zones qui n'avaient pas de Pinel. Ça, c'est plutôt le point positif. Par contre, actuellement, les clients sont dans un climat de non-confiance aujourd'hui, de peu de confiance. Donc, il y a de meilleures situations. Et peut-être un mot sur la stratégie de diversification de Hellenis GGL et sur la stratégie d'Hellenis GGL de façon plus large. Hellenis, c'est la filiale de promotion sur l'ex-Languedoc de GGL. Et donc la stratégie de diversification en termes de produits pour Hellenis, à savoir sur du logement, on va dire, de service, c'est-à-dire de la résidence étudiante, de la résidence senior, des produits multiproduits avec effectivement... On va commencer à décliner la notion de BRS, qui sont des nouveaux moyens d'accession à la propriété. Le bail réel solidaire. Le bail réel solidaire. Voilà, ça, c'est des nouveaux produits qui sont en train d'être déployés sur tout le territoire, aussi bien sur l'agglo de Montpellier, sur l'agglo de Nîmes, jusqu'à Narbonne et Béziers. On est bon, monsieur Gatillou ? On est bon, merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. On peut les applaudir toutes et tous, parce que j'arrive plus à compter. Peut-être prendre une photo, on ne va pas refaire le même truc que tout à l'heure, mais on va tous ensemble si c'est possible. Sans moi. Non, moi je n'existe pas, moi là. Je m'extrais. Merci à toutes et à tous.
promis, on va bientôt vous libérer pour la soirée, pour le début de la soirée. J'invite juste quand même à me rejoindre sur scène mon équipe. Sarah, tu es là, hein, voilà, tu es toujours là. Est-ce qu'il y a Amélie Casalet? Elle est là. Et il y a Adrien, ils sont... tu peux aller les chercher. Ouais. Et Adrien Vermet et Manaté, c'est ça, oui, qui sont stagiaires, donc c'est pour ça que ils sont stagiaires depuis 2 mois, encore là pendant 2 mois. Merci, je voulais remercier Sarah parce que tu relèves beaucoup de défis depuis 3 ans en termes de rédaction de contenu, de journalisme, de bouclage de dernière minute, de préparation d'animation comme ce soir, de gestion de bases de données, de structuration digitale. Donc merci à toi Sarah et aussi à Amélie évidemment qui est avec nous depuis 2 ans et qui est allé chercher Adrien et Hop. Alors je pensais qu'ils seraient là, mais c'est toujours... Ils arrivent, voilà. Je ne veux pas oublier les stagiaires parce que c'est important et vous jouez un rôle, c'est des stages actifs, je pense. Hein, Adrien, qui est à Montpellier Management et qui se destine au métier du marketing dans le sport, c'est bien ça. Et Hop, qui est à l'université Paul Valéry et qui se destine, quelle idée, au métier de journalisme. Toujours, hein, tu m'as confirmé hier, tu souhaitais toujours. Mais c'est un beau métier, je le confirme. On peut les applaudir, j'aimerais bien qu'on les applaudisse. Et moi, je les applaudis aussi. Peut-être Amélie, 2-3 mots présentant les indiscrétions. Oui, effectivement, bonjour à toutes et à tous. Donc, chaque lundi, nous rédigeons notre newsletter économique et politique hebdomadaire, donc les indiscrétions. Newsletter qui est gratuite, envoyée à 5000 destinataires basés en Occitanie. Donc, je vous invite, si vous le souhaitez, à vous rendre sur le site hubertvialat.com où vous trouverez la page Les Indiscrétions. Et vous pouvez également suivre la page Les Indiscrétions de Hubert Vialat sur LinkedIn, page qui compte déjà 4300 abonnés. Merci à vous. Et au passage, si vous avez des indiscrétions, contactez-nous. On ne sait pas tout. Hubert ne sait pas tout, même si on dirait que oui. Et on est preneur vraiment d'infos de première main. On n'est pas obligé de vous citer en source, mais surtout si l'information est sensible, il faut juste nous le dire. Bien sûr, et l'essentiel, c'est quand même l'info, que l'info sorte, et l'info, c'est notre métier. Bon, en gros, on est preneur de tous les ragots, de tous les potins. Je reformule. Ouais, tous les ragots, on prend. Après, on est une machine à vérifier et à recycler des ragots pour ne pas écrire n'importe quoi, mais on ne cite pas les sources, on vous protège. Mais en même temps, il faut bien qu'on soit informé, parce que les gens croient toujours que les journalistes sont au courant de tout. Non. Vous en savez parfois beaucoup plus que moi, en fait. Voilà. Et quand même pour vous dire, en tant qu'invité, vous recevrez prochainement par mail un retour de la soirée avec un film et un webzine qui y sera dédié. Et c'est aussi l'occasion quand même de remercier tous nos prestataires qui sont présents. Donc Éric Durand pour les photos, Studio PM, donc François Wörth de Castelnau-le-Lez pour la captation vidéo et le montage du film à venir. Et François et Vincent, pardon. Pas de souci, je ne l'avais pas marqué. Nous avons aussi Fatia Icard, donc de Lunel pour le traiteur, Willy Andrian du restaurant Le N à Lunel pour les boissons et le service, et finalement DJ Noah Saul pour l'ambiance musicale. Et nous remercions bien sûr encore les partenaires de la soirée Réseau Agence HV, la ville de Lunel, la communauté de communes du pays de Lunel, Espacio Group, la région Occitanie et Hélénis GGL. Merci enfin à nos intervenants, entrepreneurs de la table ronde, de la première séquence. On vous donne déjà rendez-vous en juin 2024 pour une 3e édition, encore dans un lieu inédit, hein, vous avez compris le concept. Mais d'ici là, donc, profitons tous ensemble de cette soirée qui est votre soirée. Merci. Et là, c'est là. Et maintenant ? Alors maintenant, où est-ce qu'on va ? Ouais. Donc l'important, c'est comme je disais au début, mais en effet tout le monde n'était pas là, ce sera juste au-dessus de nos têtes. Donc en sortant via cette porte-là,
vous avez un accès aux terrasses des arènes. Et donc, du coup, la soirée se passera dans les terrasses. Et on passait pas par les arènes, je alors sais oui, plus. est-ce que c'est un... Oui, alors excuse-moi, là c'est Amélie. Non, aïe, 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 voilà, tout était... Ah, c'est le grain de sable. Oui. On Alors, passe par les arènes ou pas? Est-ce qu'on peut passer sur le Anthony, sable des arènes? Ah, super. Bon, alors on va passer par le... maintenu. Il n'y a pas de taureau. Alors, voilà. avant le verre, désolé, on vous fait encore patienter un peu. Direction... Non, mais c'est juste, c'est sympa. Oui, c'est sympa quand même. Bah, Hein. oui, vous avez la chance d'aller voir du coup les arènes, c'est le par cœur là. des arènes. Donc c'est par là. C'est juste c'est sur ça. ma droite, sur votre gauche. Du coup. Et après, on monte et on boit un coup en haut. Voilà. Et après, on pourra boire un coup. Voilà.